Bonjour, bienvenue sur l'émission de Stevia, on en parle. Alors, nous avons Marceline avec nous qui nous accompagne et également notre cher Bertrand Défaut, co-animateur de cette émission. Mais avant d'aller au vif du sujet, nous allons vous présenter une petite courte vidéo dans laquelle va débattre euh, Madame Marceline. Donc, restez connectés, on revient. J'ai commencé là-bas quand c'était la Compagnie nationale des eaux, mais j'imagine que vous le savez. Stanislas Ribot est très malade, personne ne le sait, et la raison c'est que Ribot n'a pas préparé sa succession. Et c'est ouvert. Prendre la tête d'Antea ? Devenir la première femme PDG d'un groupe du CAC 40. Comment tu peux accepter un truc pareil? Tu continues. Parce que moi, je sais que tu es fragile. Est-ce que vous avez bien identifié votre ennemi? Baumel n'est pas un homme de réseau parmi d'autres, c'est le meilleur. Il faut trouver qui c'est. Et vite verrouiller. Non mais vous voulez me faire peur? On vous prépare. Il faut rencontrer les grands patrons de presse, sortir avec d'autres dirigeants, il faut qu'on vous voit partout. Emmanuel Machet, Jean Baumel. Il vous faudra plus qu'une poignée de soutien et un peu de presse si vous voulez gagner cette bataille, vous savez. Des compétences peut-être. Le pouvoir, le sexe et l'argent. Aucun mec ne cumule les trois, c'est deux max. Et toi, c'est le pouvoir et l'argent. Baumel va se déchaîner contre Emmanuel. Tu as voulu la guerre? Tout là. Je perds des milliers de personnes sont au chômage. On parle de transfert d'argent contre des informations sensibles. Ce que tu viens de faire est un suicide médiatique. Pas d'affolement et pas de nervosité. On laisse ça aux femmes, d'accord? Quoi que tu décides, bonne chance. Très bien. Juste en regardant le film, c'est vraiment très intéressant, mais on va vous laisser parler dans une vidéo que vous avez déjà enregistrée pour en connaître plus. Donc, restez connectés avec nous. C'est le cinéma aujourd'hui. Madame Marceline, créatrice, fondatrice et aussi créatrice artistique de Ciné Franco. Donc, restez connectés avec nous. Ça sera pas long.
Excusez-moi, j'ai dû arrêter la vidéo parce qu'il y a un problème de son, on me fait savoir. Donc, on va reprendre avec le son cette fois-ci. Ah, vous m'accusez de me revoir. Oh là là. Grinçant, élégante et talons aiguilles le soir, ensemble, chemise et pantalon au bureau. Le film, à la fois drame et thriller, est cousu de dialogues grinçants. Les paroles de Baumel claquent comme une philosophie fataliste lorsqu'il dit à Emmanuel « Chaque fois que vous ferez une erreur, non seulement vous la ferez 100 fois, mais elle rejaillira sur toutes vos congénères. Et elles vous en voudront, j'imagine. » Richard Berry, Benjamin Biolay, John Lynch et bien sûr Suzanne Clément et Francine Berger donnent la réplique à Emmanuel DeVos avec conviction et brio. Toni Marshall, la seule femme à avoir remporté à ce jour le César de la meilleure réalisation en 2000, a encore réussi à dépeindre un féminisme caustique d'une grande actualité dans la veine de ses films Vénus Beauté, Passe-Passe, France Boutique, des films que Ciné Franco a eu le plaisir d'avoir programmés avec admiration. Merci pour votre attention. Donc, c'était Marceline, mini-critique de la vidéo de numéro 1. Si vous voulez poursuivre cette vidéo, elle est bien sur TV5. Je suis allée voir, très intéressant. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de Madame Marceline, cinefranco.com, pour revoir cette mini-critique. Mais en attendant, elle va parler de ça. Mais avant tout, je vais vous faire sa biographie pour vous expliquer pourquoi nous avons choisi Marceline en tant qu'invitée pour nous parler justement de... Pourquoi ça? Pour nous parler justement de l'entrepreneuriat avec multiples justement facettes et différences qu'il y a eu depuis tant d'années. Donc, Marceline, votre biographie, juste un instant. Vous êtes fondatrice de Ciné Franco en 1997. Vous êtes également programmatrice, conférencière, auteure de guides pédagogues du volet jeunesse. Marceline, elle a forgé sa longue expérience en art et en audiovisuel au service de nombreux conseils d'administration, entre parenthèses, Art Foundation of the Greater Toronto, Ontario Film Review Board, vice-présidente, Téléfilm, OMDC, présidente, Université Ryerson, et etc. Souvent invitée comme membre de jurys canadiens et internationaux, Marceline est chevalier des arts et des lettres en France et chevalière de la Pléiade au Canada. Marceline, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vous allez aujourd'hui? Merci pour cette invitation. Ça me fait un énorme plaisir de faire votre rencontre, de revoir Monsieur Ndefo, que j'admire beaucoup. Et voilà, donc moi je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien chez vous, en fait. Merci, merci. Tu as quelque chose à dire, Bertrand, on dirait. Bon, évidemment, c'est toujours un bonheur de rencontrer Marceline en personne ou bien comme ça là, sur un plateau là, virtuel. Bon, ben, c'est gentil à toi, Marceline, mais tu sais que la réciproque est vraie, n'est-ce pas? Oui. Ciné Franco, 23 ans déjà, c'est toute une vie, ça. Oui, c'est vrai, c'est toute une vie, en fait. 23 ans sur papier, mais bien plus longtemps que ça. Mon ambition, je voulais être actrice et comédienne. J'ai commencé une carrière de comédienne à Paris. Et puis,
disons que il fallait bien sûr satisfaire à la fois mes envies artistiques, mais également mes parents qui voulaient absolument que je poursuive mes études et que j'ai des diplômes. Alors, j'ai poursuivi à la Sorbonne en particulier des diplômes donc de littérature, d'éducation, de langue. J'ai obtenu une licence S-lettres en littérature anglaise avec comme secondaire la littérature espagnole. Et puis ensuite, j'ai commencé un baccalauréat en mandarin. Alors, pourquoi le mandarin? Parce que justement, on parle, si vous voulez, là, on parle d'époque et on parle d'âge. Et moi, je suis une 68arde, c'est-à-dire que 1968 en France, c'est quand même la révolution. C'est vrai que j'étais pas encore tout à fait à l'université, mais en 1968, je terminais mon baccalauréat, je l'obtenais et c'était dans des conditions très très exceptionnelles. Et puis ensuite est venu avec l'entrée universitaire, il y a eu bien sûr le côté académique, mais il y a eu un côté également politisé. Nous prenions, par exemple, nous n'allions pas pour les cours magistrats tout le temps à la Sorbonne à Paris, mais nous allions à des cours pratiques. C'était à Sancier de Bontemps et de Beauton. Je le dis mal, mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je suis pas allée. Donc voilà, on était là et puis il y avait comment dirais-je, une floraison de partis politiques, mais en particulier, il y avait surtout le communisme. Il y avait les trotskistes, il y avait les maoïstes, il y avait les comment dirais-je, le côté cubain du communisme. Et moi, j'ai été très séduite par Mao Tse-tung et je me suis dit, j'aimerais bien lire le livre rouge directement et aller vivre en Chine. Et bien sûr, une fois que j'ai terminé mon bac, une fois que j'ai, je veux dire ma licence, que j'ai terminé ma maîtrise, j'ai donc j'ai fait une demande pour aller en Chine. Nankin à l'époque était la ville qui était jumelée avec Paris-Sorbonne. Évidemment, 2 fois, Monsieur Mao Tse-tung m'a dit non. Alors, donc il fallait que je fasse autre chose. Donc je me suis dit, je vais commencer un doctorat mais je voulais améliorer mon anglais puisque ça allait être un doctorat en littérature anglaise et plus exactement en théâtre anglais. Et comme j'avais de la famille ici à Toronto, j'ai fait une demande, j'ai fait une demande d'assistanat, comme on dit, pour enseigner le français et en échange commencer des études de doctorat. J'ai fait cette demande en Angleterre, où j'avais fait déjà un stage ou je veux dire enseigner le français à Liverpool. Et n'oubliez pas que Liverpool à l'époque c'était les Beatles. Hein. Alors moi j'étais en plein essor des Beatles. J'ai même essayé de voler une plaque d'une de leurs chansons, mais j'ai pas réussi parce que la police nous a couru derrière. Alors donc j'ai pas de souvenir là, mais donc j'avais fait cette demande Angleterre, États-Unis, Canada, et puis c'est le Canada qui m'a choisi et je suis allée donc à l'université York pour être assistante en fait. Et
donc à cette époque-là, eh ben, si vous voulez le croire, moi j'ai commencé déjà à créer un ciné-club à York, dans l'espoir justement de pratiquer et d'améliorer le français. Mais aussi, on me donnait des tâches comme des répétitions de pièces de théâtre, par exemple. Je me souviens, cette année-là, un groupe d'étudiants répétait En attendant Godot. Alors donc, j'étais là comme ça. Et puis, au bout d'une année, j'aimais bien Toronto. Je me suis dit, je vais essayer de faire des études peut-être pour faire un doctorat en français de manière à que ce soit plus juste dans la mesure où je me disais d'un point de vue emploi, si je fais une compétition avec des anglophones, que on me parle en anglais et que j'ai quand même un accent français, ce serait quand même bizarre, hein. Donc, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire un doctorat en français et ça a été la croix et la bannière à l'Université de Toronto. À cause des équivalences, à cause que j'ai eu la très grande malchance de tomber sur quelqu'un qui devait détester la Sorbonne, ou bien qui devait dire c'est français ou c'est marocain, je sais pas comment il me considérait, sont des gens auquel on ne peut pas faire confiance. Enfin bref, lui qui était ce secrétaire d'université, qui était spécialisé en études médiévales, me disait la Sorbonne connaît pas. Vous voyez donc. Alors donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai fait une maîtrise en français. J'ai commencé à faire donc mes études de préparation de doctorat. Et puis, entre-temps, je m'étais mariée et au moment où je devais faire ma thèse, j'ai eu un enfant. Alors déjà, ça vous donne un petit goût de ce que c'est qu'être une femme. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est mère? Est-ce que on va travailler, on va poursuivre des études? C'était très difficile pour moi de poursuivre des études dans la mesure où quand on se marie, on bâtit une vie, donc il fallait. Mon mari était avocat, il commençait à peine, donc il fallait vraiment que ce soit un de nous qui assume le rôle de quelqu'un. Voilà, c'est ça. De pourvoyeur. Alors voilà, donc c'est moi avec. Alors comme j'avais entre-temps également, j'avais fait une licence d'enseignement à la Sorbonne. J'ai eu la chance de pouvoir faire une équivalence à l'Université de Toronto, à la faculté d'éducation. Donc j'avais un diplôme ontarien pour enseigner. Alors j'ai enseigné et donc c'était moi qui étais le gagne-pain de la famille. J'ai essayé effectivement de poursuivre mes études, mais c'était un peu difficile. J'ai eu mon fils juste avant la thèse, mais pendant 2 ans, j'étais vraiment le gagne-pain. Et vous allez rire parce que encore une fois, les choses évoluent. Moi, je me suis retrouvée quand je me suis dit, je vais pas juste faire de l'enseignement. J'ai essayé de faire plusieurs choses. Je me suis enrôlée dans un journal à Toronto qui s'appelait Courrier Sud. C'est un petit peu le journal qui était juste avant l'Express de Toronto. Alors, je faisais des critiques justement de films, je faisais des entrevues. C'était très très intéressant. En tout cas,
pendant ces 2 ans, je sais que j'ai travaillé, j'ai poursuivi donc les 2 ans de préparation de doctorat, j'ai fait du journalisme, et puis voilà. Donc mon mari entre-temps avait commencé sa carrière d'avocat, et c'est une carrière qui est très très prenante, et dans notre mariage très 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 traditionnel, parce que nous nous sommes mariés en 1975. Je suis sûre que vous n'étiez même pas nés. Donc, en 1975, me revoilà. Alors, je suis dans le Canada anglophone. Hein. Je viens d'une culture francophone, à la fois judéo-marocaine francophone. Je me retrouve avec un anglophone, hein, qui ne comprend pas un seul mot de français par la même occasion, et qu'il a appris hein, à l'école. Et je me trouve en fait confrontée à un fossé culturel, donc avec l'homme que j'aime. Hein, et donc, c'est très, très difficile. Surtout la première année, on ne se connaît pas. En fait, on ne se connaissait pas du tout parce que on s'est mariés en 3 mois. On s'est fiancés en 3 mois. En 3 jours, on s'est mariés en 3 mois. Donc, on se connaissait vraiment pas. Quand j'étais en colère, mes premières paroles étaient en français tout le temps. Lui n'y comprenait rien. Il disait que c'était une femme passionnée. Je claquais la porte, je m'en allais. Il dit, oh, c'est pas grave, elle va revenir. bref, c'était vraiment le cirque. Hein, je vous dis. Très bien. Alors, mais c'est très, très, très intéressant parce que c'est le langage culturel entre un couple est très, très important. Et bon, on s'adapte parce que, disons que j'étais immergée en anglais. Donc, et j'adorais l'anglais. C'est pour ça que j'avais fait des études en anglais. Donc, moi, je suis très anglophile. Et donc, voilà. Alors, les premières années ont été très, très difficiles. Et j'ai vécu vraiment les dilemmes. J'ai vécu les dilemmes des femmes dans les années 70. C'est-à-dire avoir une tâche dans le ménage, avoir des parents qui venaient d'arriver en tant que immigrants à Toronto, donc j'avais la charge de mes parents. Et moi, je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc on comptait beaucoup sur moi également, d'un point de vue pécuniaire, d'un point de vue moral. Et évidemment, et c'était très difficile. Et donc, et j'essayais de continuer. Enfin, j'essayais surtout avec. Bon, l'université, ça a marché, mais je n'avais toujours pas mon doctorat. Donc, j'ai dû aller chercher du travail ailleurs. Et ce travail, c'était l'enseignement, justement. Wow. Merci beaucoup, Marceline, ce parcours riche. C'est clair que on en a tout pour une encyclopédie parce que tu as beaucoup à nous apprendre et à nous, jeunes femmes de cette année. Mais avant tout, j'aimerais te poser une question à tes tout débuts parce que tu nous as raconté que tu as fait de la littérature. J'aimerais savoir, est-ce que c'était un choix de faire la littérature? Parce que je vois que ça rapproche un peu le théâtre, bien sûr, et ensuite le cinéma. Est-ce que c'était un choix de faire la littérature parce que tu aimais lire, tu aimais la littérature française? Juste savoir quelle est l'origine de ce parcours de... Oui, l'origine du parcours littéraire, c'est effectivement, j'ai eu la chance d'avoir des enseignantes qui m'ont inspirée et qui m'ont dirigée vers la littérature. Et je dirais pas que j'étais douée nécessairement, non, mais j'étais certainement j'étais un petit peu la chouchoute de mes enseignants parce que je crois qu'elle et il ressentaient qu'il y avait pas seulement de la passion, mais également beaucoup de goût et
et probablement des dons également. Mais moi, je suis entrée dans le théâtre grâce à une de mes enseignantes qui m'a dit il faut absolument que tu fasses du théâtre. J'avais à peu près 11 ans. Et elle m'a mise elle-même dans une troupe théâtrale de la banlieue où j'habitais, c'était Sarcelles. Et c'est grâce à deux professeurs, ils étaient comédiens eux-mêmes, mais c'était des comédiens qui nous préparaient à la comédie française que j'ai jamais faite, mais j'ai beaucoup répété Racine, Molière. Moi, j'adorais déjà la mythologie et c'était vraiment quelque chose que la littérature, lire, me plonger dans l'histoire. J'adore l'histoire également. Alors l'histoire, les arts visuels, tout ça, ça faisait partie de l'apprentissage littéraire. D'accord, très bien. Bertrand? Quel beau parcours, là, Marcel. C'est vraiment un beau parcours, hein? J'ai 10 000 questions que je m'aimerais te poser, on n'aura pas le temps. Alors, venons-en à Ciné Franco, Marcel, si tu permets. Bien. Ton grand bébé hein, de 23 ans, oui. 23 ans au moins, là, c'est un adulte déjà, là, Ciné Franco. Oui, c'est un adulte, mais je te remercie, Bertrand, de comparer ça à un enfant et un bébé. C'est que et je crois que tu es papa toi-même. Moi, je suis mère de 3 enfants. C'est très, très, très difficile de mener à bien justement cette tâche. Moi, j'y pensais depuis longtemps parce que quand je me suis retrouvée ici à Toronto, j'étais pas à l'aise dans mon ambition théâtrale parce que en anglais, je trouvais que j'avais pas l'étoffe que j'avais en français. En français, combien de fois j'ai répété Phèdre de Racine, combien de fois j'ai répété Le petit chat est mort d'Agnès de l'école des femmes. Combien aussi de fois j'ai fait des tournées avec des poèmes, mais j'avais pas la diction en anglais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis retournée vers le cinéma que j'aimais beaucoup et j'étais très mordue de cinéma. Encore une fois, parce que n'oubliez pas que les années 68 pour moi, là j'avais à peine 18 ans, c'était aussi la nouvelle vague. C'était l'explosion d'un nouveau cinéma et dans les centaines de salles de Paris, on se précipitait pour voir du Claude Lelouch, qui n'est pas tout à fait nouvelle vague, mais Louis Malle, etc. Alors, donc, c'était très, très intense. Et quand je suis venue à Toronto, il y avait, à part le festival, le Toronto International Film Festival, que j'adore tout le temps, on n'avait rien à se mettre sous la dent. Et on avait accès à des magazines de cinéma, mais on n'avait pas accès à ces films. Donc, ça m'a pris beaucoup de courage et de temps avant de faire le premier pas. Parce que moi, ce qui m'obsédait un tout petit peu, c'était surtout l'argent. Pour créer un festival de films, il faut de l'argent. Et je savais pas où prendre de l'argent. Et finalement, justement, c'est mon mari qui a été très très généreux et qui a pris des contacts et qui m'a introduit, qui m'a initié à certains de ces contacts politiques surtout, et je me suis fait connaître à l'époque et donc j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent et c'est comme ça que j'ai commencé. Je me souviendrai tout le temps de une des premières personnes qui a
qui a commencé à m'initier parce que je ne comprenais rien du tout. C'était une jeune femme qui montait sa propre affaire de marketing et c'est elle qui a commencé à me dire voilà comment on fait un budget, voilà ce qu'il faut. Elle m'a été d'une grande et je me souviendrai tout le temps du premier chèque que je lui donnais. J'étais toute tremblante parce que je me disais oh là là, si je lui donne un chèque, qu'est-ce qui va me rester c'est tout ça. Justement, Marcel, là, tu viens de parler là d'un obstacle que tu as pu surmonter avec l'aide de ton mari et puis de son réseau professionnel ou réseau d'affaires. Exactement. Et l'argent, les finances, c'est souvent de grands obstacles dont on entend parler vers l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat côté féminin ou côté masculin. Quels sont les autres obstacles, Marcel, auxquels tu as dû faire face avec Ciné Franco? Les autres obstacles, c'est je dirais à l'époque, il y avait certainement de la place pour Ciné Franco, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y a une compétition énorme d'organismes francophones à Toronto. En particulier à Toronto. Dès que le Ciné Franco a eu un tout petit peu de succès, j'ai eu beaucoup de demandes pour que des personnes créent leur propre Ciné Franco en fait. Donc je me suis retrouvée donc avec beaucoup de compétitions que j'ai moi-même créées finalement. Alors le problème c'est que il y a de l'argent, bien sûr. Comme nous sommes en minorité, l'argent qui est là, ce petit gâteau, devient de plus en plus difficile à couper entre des dizaines, des vingtaines de compétiteurs. Alors donc il y a d'abord, et puis au tout début aussi, moi, je ne savais pas exactement quelle était la teneur de la francophonie à Toronto. Dans les années 70, je peux vous dire que parler français dans le métro ou dans la rue, on nous considérait comme des martiens. C'était étrange pour les gens. En 97, c'était mieux déjà, c'est évident. D'ailleurs, les deux premiers festivals ont été en fait, c'était même pas des festivals que j'imaginais personnellement. Je pensais que ça allait être des ciné-clubs en fait. Mais on a eu plus de monde qu'on voulait. Moi, j'étais vraiment toujours centrée sur le cinéma français parce que c'était ça que j'avais apporté ou amené avec moi. Et tout de suite, et c'était bien, le public m'a dit, mais il n'y a pas que ça, il faut que vous vous intéressiez au cinéma québécois. Alors, j'ai commencé petit à petit à élargir le filet. Mais au départ, j'étais assez centrée sur le cinéma français parce que bon, c'était surtout ça que je connaissais. Et puis avec donc ma petite vie parisienne, je hantais les cinémas tout le temps. Pardon, et c'était des films français tout le temps. Marceline, dis-moi, que penses-tu de l'évolution justement de Ciné Franco? Est-ce que tu t'attendais à cette ampleur que ça puisse prendre? Est-ce qu'en créant ça, tu t'es dit, tu avais une vision et est-ce que tu as accompli cette vision-là? Est-ce que tu t'attendais justement à cette ampleur de Ciné Franco? C'est une question qui est très, très intéressante, Stevia, parce que au départ, moi, je pensais un ciné-club, je vais partager avec d'autres personnes ma passion pour le cinéma. Et effectivement, les gens qui venaient étaient, plus que je ne pensais d'ailleurs, étaient très enthousiastes et vraiment, mais chacun, moi, je voudrais que Ciné Franco soit le cinéma
de tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, si Bertrand, qui a fréquenté le programme jeunesse de façon très assidue, merci, j'aimerais bien que, par exemple, Bertrand me dise, tiens, moi j'aimerais bien que tu nous trouves un film sur ceci ou cela, ou si lui a trouvé un film, qu'il me le dise, parce que moi j'irai le chercher. Mais chacun m'a donné en quelque sorte l'utilité qu'ils ont vue dans Ciné Franco. Mais au départ, en tant qu'enseignante, moi je voyais que ici, dans les écoles en particulier, il y avait un vide culturel. C'est-à-dire que on enseigne, c'est pas seulement qu'on enseigne, on enseigne le français à l'école, c'est évident, dans la classe, mais il faut que cette classe, que ces frontières s'ouvrent. Et c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un milieu culturel dans lequel s'inscrit une langue, mais dans lequel aussi s'inscrivent toutes les caractéristiques d'une langue, c'est-à-dire le côté socio-politique, le côté humain, le côté de la vie quotidienne, le côté aussi argotique qui entre dans qui entre dans une certaine culture. Voilà, c'était l'enrichissement en fait de ça que je voulais. Et petit à petit, le programme jeunesse a justifié pour moi ce but que j'avais, mais l'autre, pour un public plus large, c'était partageons notre passion. Et après ce partage, c'était pas seulement un partage visuel et émotif. Évidemment, comme on le voit maintenant, beaucoup de sessions, de périodes de questions, etc. Ça faisait plaisir aussi de pouvoir parler avec. Super. Voilà. Mais je dois dire, et si là je saute de 23 ans en quelque sorte, la vocation du festival, c'est la communion. C'est on pleure, on rit ensemble. C'est se tourner vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on est là parce qu'on aime les films et on lui dit ou on leur dit tiens, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Et moi, j'ai fait quelques amis, par exemple au TIFF quand j'avais pas Ciné Franco et voilà. La liberté de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce que on est unis par le cinéma. Voilà, oui. Très bien. Je profite pour poser une question plus sur l'entrepreneuriat féminin. Tu étais seule pendant les années 1977 à lancer Ciné Franco. Que penses-tu vraiment de cette évolution de la femme au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a plus d'inclusion de la femme dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu vois comme changement dans l'entrepreneuriat féminin entre le temps où tu as créé Ciné Franco et jusqu'à présent, 23 ans plus tard? C'est une excellente question. Disons que effectivement, comme l'idée est venue de moi-même, j'ai tout appris sur le tas. Donc, Deborah Quinter, c'était une jeune femme qui créait son propre marketing en fait et qui m'a initiée. On peut voir que au tout début, c'était comme cet entrepreneuriat, aussi bien de sa part ou de la mienne, c'était de l'artisanat. C'est-à-dire que on s'était pas dit tiens, on va louer un bureau là, elle faisait son entreprise dans son sous-sol et moi aussi j'étais dans mon sous-sol en fait. Grâce au réseau donc de mon mari, etc., j'ai pu avoir des bureaux pas trop chers, etc. Et je dois dire que la difficulté, c'était d'apprendre surtout. C'était de savoir où j'allais et toujours cet argent. Alors moi, j'ai été épaulée
je dirais, à part Deborah et plus tard d'autres femmes qui avaient de l'expérience, j'étais épaulée par des hommes surtout et des jeunes. Qui m'ont dit, alors on va t'aider, on va faire partie de ton conseil d'administration, moi je fais ceci, moi je fais cela. Donc, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de bonté, je dirais. Il y avait, moi j'ai bénéficié de l'estime et de l'amitié de ces hommes qui avaient pour mon mari et qui l'ont un peu transmise vers moi. Donc, c'est très, très intéressant dans la mesure où j'ai pas eu nécessairement l'appui de femmes parce que je suis pas allée chercher l'appui des femmes. Mais petit à petit, des femmes sont venues à moi. Des femmes fortes, des femmes expérimentées qui m'ont aidée avec des riens. Et c'est comme ça que je me suis bâtie. Et c'est pas alors des femmes. Je pense, bon, je vous avais dit Deborah Quinter, mais j'ai eu des stagiaires qui sont venus de France, des universités, qui ont été d'une aide extraordinaire. Il y a eu bien sûr des frictions, mais bon, j'ai beaucoup appris d'elles. Et petit à petit. Je suis devenue plus légitime en quelque sorte, c'est-à-dire moins artisanale, bon parce que j'avais pignon sur rue, parce que j'avais un numéro de téléphone, j'avais un fax, j'étais établie comme une affaire. Et la différence maintenant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une compréhension que les femmes maintenant sont à peu près, enfin c'est pas à peu près, mais sont encouragées à se soutenir. À se soutenir d'une part, il y a c'est vrai un soutien, mais il y a un soutien parce que et là, je vais vous reparler de mon époux parce que il travaille très très fort justement à essayer de mettre des femmes dans des conseils d'administration parce qu'il n'y a pas assez de femmes justement dans l'entrepreneuriat et les affaires et je vois que il y a une conscience maintenant que il faut qu'il y ait un pourcentage égal de femmes et d'hommes dans les affaires. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas de mon temps. Disons que j'aimerais vous donner une petite anecdote et qui m'avait à l'époque assez impressionnée. Donc moi, j'avais pas encore Ciné Franco, mais j'y pensais. Téléfilm Canada, j'étais au conseil d'administration et je représentais l'Ontario pendant quelques années. Et donc une fois, on me dit allez à un cocktail comme représentante de l'Ontario. Vous êtes membre du conseil d'administration de Téléfilm. Et moi, je ne connaissais personne. Donc je me présente et puis j'essayais de m'introduire. Alors, la salle était pratiquement masculine. Alors, moi, j'arrive et puis, bon, c'est vrai que, j'arrive comme toute jeune femme à l'époque, bien maquillée, élégante et tout. J'arrive et puis je me dis, bon, je vais pas me planter au milieu comme ça. Je vais essayer de participer à des conversations. Il y avait des petits groupes. À chaque fois que je m'immisçais dans un groupe masculin, d'abord, on ne m'adressait pas la parole. On me regardait comme si je voulais séduire quelqu'un ou je sais pas trop quoi. Donc, on m'avait un petit peu enfermée dans un rôle féminin de décor, en fait. Alors, je suis sortie de là, j'étais absolument dégoûtée. Et je me suis dit, mais comment faire pour convaincre ces hommes que
je suis peut-être pas à leur niveau dans la mesure où moi je venais quand même de l'enseignement, etc. et que j'essayais de me mettre dans les affaires du cinéma, mais je n'avais aucune considération. Et ça m'avait beaucoup choquée, je vous avoue. Je peux dire que je te comprends très bien, Marcel. C'est dur finalement d'être une minorité, n'est-ce pas? Une minorité qui n'est pas, que ce soit une minorité par le genre ou par la couleur de la peau, ou par la religion, en tout cas. Une minorité, c'est voilà ce que tu as vécu que je peux comprendre, que beaucoup de nos internautes, j'imagine, peuvent comprendre selon leurs propres expériences. Alors, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs au féminin qui nous écoutent, qui suivent cette émission. Voilà, tu as une très longue expérience. Tu nous l'as expliqué déjà. Quelles suggestions, peut-être même quels conseils, Marcel, tu pourrais prodiguer aux jeunes aujourd'hui? D'abord, à mon avis, il faut bien étudier le marché quand ça dépend de ce que vous voulez faire d'un point de vue entrepreneuriat. Il faut bien que vous étudiez votre marché et ne pas se lancer du jour au lendemain dans une spécialité, soit qui ne vous convient pas, soit il y a trop de compétition ou inutile à la société aussi. Hein. Il faut être à l'écoute. À l'écoute, pas seulement de vos aînés, parce que les choses évoluent et des fois, on ne comprend pas nécessairement ce qui a changé. Mais il y a des expériences qui sont un peu universelles. Donc, être à l'écoute de tout le monde et suivre ses instincts une fois que on a bien étudié le marché, on a bien parlé à tout le monde, on a aussi une structure économique, un plan d'affaires. Il faut être structuré parce que l'improvisation est un peu dangereuse, j'avoue. Il faut avoir la visée longue. Alors, donc, faut faire aussi attention à vos partenaires. Quelquefois, le partenariat, c'est un peu comme un mariage aussi. On a des fois le mauvais partenaire ou la mauvaise partenaire et ça peut être un obstacle. Et il faut faire très attention justement à toutes les conditions du partenariat. Faire attention qu'on ne se fasse pas avoir. Faire attention que ce soit vraiment de l'égalité. Il y a énormément aussi, enfin, le réseautage est très important également. Donc, on ne peut pas faire les choses de façon isolée, mais il faut que on essaye de parler aux gens, non seulement de les écouter, mais de parler et et si vous voulez, le réseautage, c'est comme une corde. Vous avez une corde et puis la corde, elle vous amène quelque part et puis elle vous amène ailleurs. Donc, c'est très important le réseautage. Voilà, en gros, c'est ça. Très bien, merci beaucoup pour le conseil. Ça m'a éveillé, en fait, ça m'a donné l'idée d'une question que je vais te poser maintenant. Quel conseil donnerais-tu à toi, 23 ans en arrière, à toi étant jeune fille, enfin, oui, jeune, mais il y a de cela quelques années, oui. Avant que tu ne commences Ciné Franco, quel conseil donnerais-tu? Justement, je vais me contredire par rapport à ce que je viens de vous dire. Je crois que j'étais très naïve et j'ai fait confiance à des gens auxquels je n'aurais pas dû faire confiance. Et instinctivement, ces gens-là m'ont un petit peu comment dirais-je, poussé vers le bas, d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue moral et d'un point de vue estime de soi. J'ai tendance, et je veux garder cette tendance, j'ai tendance à
non seulement faire confiance aux gens assez vite, mais aussi, moi, dans ma soif d'égalité, j'ai considéré des jeunes stagiaires comme moi, c'est-à-dire on était au même niveau, et ces stagiaires en ont profité pour me manquer de respect, en fait. Et donc, je n'ai pas eu la possibilité, je n'ai pas, si je devais refaire certaines de mes expériences, je les aurais, je me serais conduite comme une patronne et non pas comme quelqu'un d'égal. Wow. Oui, très bien. Ça m'a beaucoup affectée, j'avoue. Oui. Très bien. Mais ça, juste pour, ça contredit un peu la vision de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, qui est plutôt d'égal à égal, de partenaire, plutôt de prendre comme des associés partenaires. Mais je comprends ton point de vue. Et, moi, pardon, je prolonge. Non, vas-y. Je crois que c'était la naïveté. C'était le fait que je pensais que le moteur de tout le monde, c'était la passion, en fait. Et je vais prendre un petit peu la devise d'une artiste qui vient de mourir, Annie Cordy. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle avait 92 ans quand elle vient de mourir, en fait. C'est une artiste belge, à la fois actrice, très très bonne actrice, comique, etc. Et quand elle a eu un honneur de la royauté belge, elle a dit sa devise, c'est la passion, c'est la force. Et pour moi, c'est ça, en fait. Et quelquefois, la passion, c'est la force intérieure. On a tendance à oublier un tout petit peu les autres. Et dans mon cas, comme je n'étais pas vraiment une femme d'affaires, on me disait toujours, t'es une femme d'affaires. Mais je dis, mais non, je suis pas une femme d'affaires. J'ai été obligée de me lancer dans l'affaire parce que c'était une façon indirecte d'être programmatrice, d'être directrice artistique. Ça a été une obligation, en fait. Voilà. Est-ce une obligation que vous avez aimé, vous avez adoré faire? Non. D'accord. Juste revenir sur ce que tu as dit et qui ressort beaucoup, c'est que le manque d'estime de soi en entrepreneuriat est vraiment fatal. Parce que je peux penser qu'on peut être d'égal à égal, même si on n'a pas le même poste. On peut se respecter, le respect doit être mutuel. Mais si cette personne-là, ou bien si moi, je ne me positionne pas dans mon estime en tant que patronne ou en tant que femme d'affaires, je pense que ça peut aussi leur montrer que ils peuvent me manquer de respect. Donc, vas-y. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. La confiance en soi est très, très importante parce que il faut qu'on la projette aussi. Non seulement on va la projeter avec les gens qui vont nous aider, mais on va la projeter aussi avec les gens avec qui on aura affaire. Si je vais demander de l'argent, par exemple, à ce moment-là, il faut que je sois convaincue de ce que je dis. Et oui. Pour être convaincue de ce que je dis aussi, il faut que j'ai confiance en moi. Il ne faut pas que j'hésite, que je leur dise ah peut-être ceci. Non, c'est une image. C'est une image qu'il faut projeter et une image qu'il faut maintenir aussi. C'est très très important ça, c'est vrai. Et le succès aussi renforce un petit peu aussi cette estime de soi, mais l'estime de soi et la confiance en soi, ce sont des notions qui vont plus loin que l'entrepreneuriat. Hein,
bon, c'est l'éducation, c'est comment on a été élevé, ce sont les expériences qu'on a eues dans notre vie, enfin personnellement, être passé de la vie au Maroc à la vie en France, à la vie un petit peu en Angleterre, à la vie au Canada. Donc tout ça, ça bâtit ou ça détruit quelqu'un, ça dépend, hein, ça dépend. Donc il y a beaucoup de facteurs à ce. Donc l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, je sais pas. Non, ça a une très mauvaise connotation, entrepreneuse. On n'est pas dans la prostitution là. mais donc l'entrepreneur en général on dit là. Voilà. Avec à la fin. Bon, je vais changer de mot. L'entrepreneuriat féminin. C'est bien sûr bon, c'est un aspect de sa vie. Si on en fait le pilier, on va tout investir là-dedans, aussi bien l'investissement moral que l'investissement financier et économique. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel. Alors, cet entretien tire déjà un petit peu vers la fin, un petit peu. Je ne peux ne pas te poser la question suivante, Marcel, concernant Ciné Franco et concernant l'actualité depuis le mois de mars au moins, là, un peu plus tôt ailleurs, mais enfin, à travers le monde, surtout depuis le mois de mars, ce vilain virus, comme je l'appelle. Oui. Et voilà, Ciné Franco qui est grandement affecté, toute l'industrie du spectacle, du voyage, de l'événementiel, etc., etc. Oui. Comment ça se passe pour Ciné Franco, Marcel? Ça ne se passe pas très bien, je dirais. Disons que nous, nos malheurs ont commencé au mois de février-mars 2020 avec la grosse grève générale des enseignants. Nous avions un très beau programme jeunesse qui d'habitude est fréquenté entre 8500 et 9000 personnes, étudiants et adultes confondus, adultes étant les enseignants et les parents d'enseignants, les parents pardon des enfants et des ados. Et cette année, avec la grève, on a eu 2000 personnes seulement. Nous avons été après automatiquement, on a dû briser notre contrat avec la tournée Québec Cinéma qui vient pour notre perspective Québec au mois d'avril 2020, donc annulé. Ensuite, on a annulé notre clin d'œil à des réalisatrices marocaines pour la semaine de la francophonie. Et puis après, c'est, disons que je dirais, c'est le silence radio pour nous. On ne sait pas trop, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où. Alors, disons que nous envisageons un festival virtuel au mois de novembre, grand public d'abord. Ensuite, en attendant, pour ne pas nous dissoudre un peu dans les nuages, on essaye de rester en contact avec notre public. Alors c'est pour ça que on a imaginé une série qui s'appelle Ciné Franco vous donne la parole. Alors on essaye d'inviter des cinéphiles qui nous fréquentent et de les mêler un petit peu à des intérêts cinématographiques. Alors, vous avez vu numéro 1, on a eu un très 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 beau débat avec 3 personnes. Ici, le 13 septembre, le dimanche à 11h, nous allons avoir également un débat intéressant avec un réalisateur qui s'appelle Nicolas Fay et qui a fait une web-série qui s'appelle Les Résistants. Et cette web-série, c'est la lutte au quotidien de pendant la pandémie, pendant le confinement. Et ce qu'on constate, c'est que après le confinement, il y a un retour vers l'essentiel des jeunes qu'on appelle les néo-ruraux et qui retournent à la terre.
en fait. Alors, culture de l'agri-écologie, justement, culture biologique, etc. Et il va un petit peu nous parler de son expérience dans un village du Limousin. Et nous avons invité 2 de nos cinéphiles, une personne qui m'a initiée à Nicolas Affay, et c'est Chantal Véchambre, et un professeur de philosophie, Jean-Pierre Pilapra. Vraiment, j'ai vu l'annonce déjà hein, pour le prochain débat. Là, j'ai lu l'annonce, je crois que ce matin, là, sur, voilà, tu as publié ce matin. Oui. Oui, ça va être certainement très intéressant, le retour à l'essentiel, pardon, qu'on note à travers le monde, pas seulement en France, pas seulement au Canada. Alors là, tu viens de nous parler un peu de la transformation, de la mutation de Ciné Franco. C'est l'une des réalités, n'est-ce pas, Marcel, finalement, de l'entrepreneuriat. Savoir s'adapter au changement. C'est exactement ça. J'en parlais à Stevia tout à l'heure. J'ai dit l'adaptation est vraiment clé parce que nous avons justement, avec le temps, les choses changent. Dans le cas d'une personne âgée comme moi, l'informatique et la technologie est un véritable défi, par exemple. Non seulement ça, bien sûr, il y a tout un concept de tout ce qui est important maintenant et qui ne l'était peut-être pas il y a quelques années, par exemple, ou au tout début de Ciné Franco. Donc, l'adaptation est très, très, très cette vive attention à ce qui change et être capable de réagir de façon pertinente. C'est très, très important, oui. Et ça ne s'apprend pas. Comment est-ce qu'on développe cette capacité à s'adapter, Maxime? Alors, justement, c'est là où interviennent les équipes. C'est là où intervient l'instinct aussi. Et c'est là où interviennent les conseillers, les gens qui… Alors, par exemple, une entreprise, enfin, pas toutes, hein, mais en général, vous avez par exemple un conseil d'administration qui a une spécialité particulière. Dans le cas de Ciné Franco, nous avons un avocat, nous avons un vérificateur d'assurance qui s'y connaît dans la comptabilité, nous avons un conseiller justement dans la technologie et dans le cinéma. Pour le moment, nous sommes en manque d'autres membres. Dans l'équipe, nous avons une personne qui est technologiquement douée. Nous avons une autre personne qui a une formation intellectuelle, qui va analyser, par exemple, les films, qui va analyser les critiques, qui va faire des recherches méthodiques, qui va également… il y a aussi une personne qui a un bon rapport avec la clientèle, c'est très, très important aussi. Il y a aussi des contractuels, les contractuels comme les agents de presse, par exemple, qui vont aussi donner une image de Ciné Franco, qui vont permettre à Ciné Franco de se faire connaître, bon, par exemple, par des entrevues, grâce à vous et merci, ou d'autres moyens. Voyez, donc, si vous voulez, l'entrepreneuriat ce n'est pas une expérience solitaire, c'est une expérience d'équipe. Bien sûr, vous êtes à la tête, si vous êtes le créateur ou la créatrice, si vous êtes la fondatrice ou le fondateur, d'accord, mais vous ne pouvez pas, je veux dire que on n'est pas la science infuse. Il faut vraiment que nous ayons tous ces conseils, toutes ces spécialités, toutes ces visions. Finalement, c'est un petit peu un kaléidoscope dont on a besoin. Donc, en un mot, savoir s'entourer, avoir une équipe solide, multidisciplinaire et puis avec un bel esprit de collaboration, n'est-ce pas, Stéphane?
Tout à fait, bien sûr. C'est vraiment ça. Et justement, elle vient de répondre parce qu'il y a un internaute qui a posé la même question que toi. Comment savoir qu'on s'adapte adéquatement dans un monde perpétuel de changement? Donc, juste pour confirmer justement, comme vient de dire Bertrand, donc il faut bien s'entourer et avoir une bonne équipe. Mais comment être certaine qu'on on est bien adapté à ce changement perpétuel? Est-ce qu'il y a un indice? Est-ce que c'est par rapport aux finances qu'on regarde s'il y a plus d'argent ou bien comment être certaine, Marcel? Ça, c'est très délicat, en fait. Mais c'est une excellente question parce que tout dépend sur quel plan vous vous mettez. Parce que il y a dans une entreprise des forces et des faiblesses, c'est évident. Quelles sont, par exemple, moi, ce qui m'importe le plus pour Ciné Franco, c'est que les gens aiment la programmation, que les gens viennent voir les films, donc que j'augmente en quelque sorte le nombre de personnes qui viennent voir les films et ces personnes-là, que je puisse avoir un rapport, c'est un rapport peut-être pas personnel, mais personnalisé un peu. Hein. Ça, c'est important. Alors, pour moi, comment est-ce que, évidemment, il faut que je me procure ce succès. Il faut que je me le procure et c'est là où interviennent le côté affaires, c'est-à-dire demande de subventions, aller chercher des commandites, avoir un marketing qui soit assez fort pour attirer l'attention, enfin, etc., etc. Donc, si vous voulez, comment sait-on qu'on sait que cette adaptation est pertinente? Eh bien, ça se mesure par les succès, différents succès. Alors, selon ce que vous trouvez comme succès. Personnellement, au mois de novembre 2019, nous avons remonté la pente du grand public de façon extraordinaire. Nous avions en 2018, pour le grand public, on était dans un petit cinéma qui, on a fait quand même pour, je sais pas, 17 ou 18 films, on a fait quelque chose comme 1800 personnes. Et puis, quand on est arrivé dans un immense théâtre, on a fait plus de 4500 personnes qui sont venues. Tout le monde n'a pas payé quand même. Bon, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire pour moi, vous voyez, déjà, je suis en train de vous dire quelque chose qui peut me mettre dans une certaine difficulté parce que si beaucoup de gens ne payent pas leur place, comment moi, je vais pouvoir payer la salle, je vais pouvoir la location de la salle, le transport des films. Si, par exemple, je peux me permettre le réalisateur ou la réalisatrice ou l'équipe de tournage, comment je vais les payer? Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ça m'a fait un énorme plaisir de dire, voilà, on a doublé, en fait, le public. Pour moi, c'était une adaptation adéquate parce que comment j'ai fait ça? Je me suis associée avec Hot Docs qui m'a pris sous son aile un peu et qui m'a dit Marcel et ton équipe, voilà ce qu'on va faire pour toi. On va te vendre les billets à un certain prix, on va te mettre dans notre publication mensuelle, on va te mettre dans notre site web et on a beaucoup de passagers d'usagers, etc., etc. Alors voilà, moi, par exemple, j'ai des moyens très limités. Bien sûr, j'ai un site web, bien sûr, j'ai des réseaux sociaux, mais je n'ai pas l'ampleur des réseaux sociaux d'un Hot Docs, par exemple, qui est quand même un festival considéré comme le plus grand d'Amérique du Nord, d'un point de vue documentaire. Tout à fait. Alors, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Marceline. Je vais poser la dernière question, après on va conclure et
terminer le live. Merci. Il y a des gens qui ont été là avec nous du début jusqu'à la fin. Ça fait plus d'1 heure. Donc, on va pas les tenir trop en haleine. Donc, je vais poser ma dernière question. J'aimerais savoir quels sont les conseils que tu peux donner en tant que femme pour surmonter les obstacles dans l'entrepreneuriat. Je sais que tu en as eu plusieurs justement avec l'évolution du temps. Si tu peux juste nous citer quelques-unes, justement. Oui. Alors, justement, ne pas avoir peur en tant que femme, d'être audacieuse, d'être sûre de soi, ne pas avoir peur que les hommes disent « Oh, évidemment, elle est arrogante, elle est ambitieuse ». Ce sont des termes extrêmement positifs pour nous, les femmes. Moi, je viens d'une génération, bon, il y a eu des femmes, bien sûr, celles qui ont manifesté pour nos libertés, etc., dans les années 68. Mais je veux dire que moi, j'ai plutôt été élevée dans des familles traditionnelles. Donc, la femme est discrète. Elle se tait, bon, tandis que aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ça. Il faut vraiment être sûr de soi, comme je disais, et exprimer le plus clairement possible ses idées en tant que femme et ne pas se laisser justement intimider. Ça, c'est très et ne pas. Alors. Il y a cette histoire de les femmes ne se soutiennent pas entre elles. C'est faux, n'est-ce pas? Alors moi je dis non, il faut avoir des nuances. C'est nuancé. Il y a certains milieux où encore une fois, ce n'est pas le fait d'être une femme qui fait que moi, je vais pas vous soutenir en tant que femme, c'est que moi, je me bats comme un homme dans cette compétition. Donc, je ne sais pas si moi, je vais vouloir vous laisser entrer pour que vous me voliez ma place, par exemple. Ça c'est… Alors, une fois encore, on est là, c'est un raisonnement qui a été martelé par la dominance masculine. Cependant, dans d'autres milieux, les milieux artistiques en particulier, puisque je viens de là, je trouve qu'il y a un très très grand soutien entre les femmes. Waouh. Merci vraiment pour ces conclusions. Merci vraiment pour ces réponses. Oui, c'est pas toujours optimiste, mais on change et on change pour le mieux. En fait, il y a, avec la présence de personnes comme nous, peut-être que quelquefois on empêche le progrès dans tout son essor, mais on va disparaître, et on va, et il va y avoir d'autres jeunes, donc il y a une évolution certaine. Il y a une évolution certaine. Positive. Très positive, à mon avis. Oui. Très bien. Donc, il y a de l'espoir alors à venir. Il y a beaucoup d'espoir. Moi, quand je vois mon époux qui écrit des articles, qui milite pour que les femmes soient dans des conseils d'administration à l'égalité des hommes, moi, ça me fait chaud au cœur, en fait. Je me dis, c'est magnifique, parce que c'est un homme qui vient d'un milieu extrêmement traditionnel et très masculin, je dirais. Donc, là. Chaque changement, finalement, a besoin d'alliés, Marcel. D'alliés de l'autre camp. C'est comme si on avait nos jambes un petit peu, vous savez, comme le jeu du sac, là, où on a deux personnes dans le même sac et on essaye de s'harmoniser. Et c'est un peu comme ça, parce que nous, les gens âgés, on apprend énormément des jeunes, et les jeunes aussi apprennent de nous. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. C'est l'idéal, c'est l'harmonie. Oui. Excellent. Très bien. Merci beaucoup, Marceline.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Bertrand Desfaux. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir soutenus. Nous vous disons à la semaine prochaine. Bye bye. Merci infiniment. Merci, au revoir.